et à ce moment-là, de le faire savoir des politiques. Donc nous n'avons pas d'approche de négociation publique, parce que bien souvent, elle est préjudiciable à la capacité d'intervenir, et or, ce qui prévaut dans nos organisations, c'est d'arriver à maintenir l'accès aux populations vulnérables. Donc la première chose, c'est que, voilà, on le sait, on met en difficulté les équipes, et donc la capacité à pouvoir projeter les secours. C'est pas pour autant, comme vient de le dire Jean-Marie Fordeau, qu'on est dans la confidentialité totale, parce que d'abord les équipes elles-mêmes, ce qu'elles le voient, elles ont besoin de le dire, de le faire savoir. Ça passe par des journalistes. Hein. Je crois qu'il y a multiples acteurs sur le terrain aujourd'hui, et chacun peut avoir un rôle. Donc les journalistes sont là, même si on les voit de moins en moins arriver sur ces terrains-là pour des raisons autres, hein, qui font que les rédactions ont moins de moyens, ou les journalistes moins d'intérêt sur des zones reculées, mais ils sont là pour eux dénoncer, le faire savoir. Alors peut-être on peut revenir aussi sur cette notion de confidentialité, notamment pour le CICR. Qu'est-ce que ça signifie, la confidentialité, comme mode opératoire? Ça signifie pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, rester aussi proche que possible des personnes dans le besoin. Et pour nous, ce qui est très important, c'est de faire comprendre aux autorités et aux acteurs de conflit, de tout conflit, que la confidentialité n'est pas absolue et elle n'est pas gratuite non plus. Elle n'est pas absolue parce qu'on peut faire le choix à un moment donné, si on estime que le dialogue bilatéral confidentiel, la discrétion dans laquelle il se déroule, n'amène pas les résultats escomptés, que la situation des personnes dans le besoin ne s'améliore pas, nous pouvons décider d'avoir recours à des prises de position plus publiques. Par ailleurs, elle n'est pas gratuite parce qu'on estime que les acteurs du conflit, ceux avec qui on est en contact permanent sur le terrain, nous doivent des réponses, nous doivent aux personnes dans le besoin des mesures correctives par rapport à des comportements qui sont en inadéquation, en contradiction avec le droit international humanitaire. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire on n'a pas de retour sur investissement au niveau de la confidentialité et le dialogue ne nous mène nulle part, on peut décider de prise de position publique. Et on l'a fait par rapport au Myanmar, on l'a fait par rapport à Guantanamo, on l'a fait à Gaza, on l'a fait en Somalie, on l'a fait au Rwanda à l'époque du génocide. Il y a aussi souvent des prises de position publiques du CICR qui passent totalement inaperçues. Parce que c'est vrai qu'il y a un engouement au niveau médiatique pour certains conflits, pour certaines crises, et puis d'autres conflits et d'autres crises qui sont totalement oubliés, et par rapport auxquels, des fois, on lance des appels, des cris d'alarme, et qui malheureusement tombent dans une indifférence assez frappante. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment considérer la confidentialité comme un outil que nous avons à disposition, un outil que nous privilégions la plupart du temps, mais qui n'est pas le seul et qui n'est pas absolu. Mais est-ce que ça garantit l'action humanitaire, justement, sur le terrain, cette confidentialité? Aussi longtemps qu'on estime que ça la garantit, on garde la confidentialité. Quand on sort de la confidentialité, c'est justement parce que nous avons l'impression que l'action sur le terrain n'amène pas les résultats escomptés et que la proximité avec les victimes en tant que telle n'est plus suffisante et qu'il faut obtenir d'autres moyens pour arriver à améliorer le sort des populations dans des situations de conflit, et de crise et de violence. Benoît Miribel, justement sur cette confidentialité, sur le fait que, est-ce qu'elle peut garantir l'action humanitaire? Quelles sont les limites de cette confidentialité? Encore une fois, la confidentialité ne veut pas dire ne pas s'exprimer. Oui, oui. On a un devoir de témoin, mais il faut choisir le bon canal de communication, parce que voilà, le rendre public, c'est se faire mettre en danger les équipes, mettre en danger la capacité à porter secours à des populations vulnérables. Donc ça passe généralement par des journalistes,
par des parlementaires. C'est pas la dénonciation grand public, parce que sinon elle remet en cause dans ce genre de contexte la capacité. Donc ça, je crois que voilà, c'est très souvent ce que l'on voit. Bien sûr, quand on n'est pas dans le pays, c'est autre chose, mais bon, à ce moment-là, en tout cas, nous n'avons pas à nous exprimer sur des domaines pour lesquels nous ne sommes pas compétents. Le DIH, il y a les droits d'homme, il y a le DIH, ce sont des choses normées qui sont complexes. Rappelons que les États-Unis n'ont toujours pas signé le DIH, enfin d'autres États également. Donc voilà, quand vous êtes au Sri Lanka et que vous voyez les exactions qui sont commises par l'armée, si vous vous exprimez, c'est déjà très compliqué, vous êtes forcément pointé du doigt et vous devez quitter le pays. Donc il y a aussi beaucoup de contextes où l'État n'est pas maître chez lui, c'est des États déstructurés, il faut le rappeler, donc les limites du DIH sont encore plus difficiles à cerner que dans les États classiques en guerre. Alors justement, quelles sont les limites? C'est-à-dire à partir de quel seuil on décide? Vous décidez, CICR, Action contre la faim, Human Rights Watch, à des niveaux différents et pour des raisons différentes. Quelle est la limite au-delà de laquelle, effectivement, là, on se dit on ne peut plus rester dans la confidentialité. C'est-à-dire que là, il faut qu'on s'exprime. Par exemple, sur Gaza, qu'est-ce qui a fait que vous avez sorti ce communiqué au CICR? Ça fait 43 ans d'occupation israélienne des territoires palestiniens en violation du droit international humanitaire. Ça fait plus de 4 ans que la bande de Gaza est bouclée et que la population, 1,4 million personnes à Gaza vivent enfermées dans une bande de terre surpeuplée, dans des conditions qui ne sont pas, qui ne respectent pas fondamentalement la dignité de l'individu. Et le fait que toutes les démarches effectuées de manière bilatérale et confidentielle avec les autorités israéliennes par rapport à la situation à Gaza n'avaient pas donné les résultats que nous attendions. Et donc, à un moment donné, on a estimé qu'il fallait vraiment faire entendre notre voix, qui est souvent un cri de désespoir. En fait, quand le CICR parle publiquement, c'est plus un aveu d'échec et de faiblesse qu'un moment de gloire pour l'institution. Et c'est un moment, en général, très douloureux, parce que, en fait, c'est dire au monde entier, voilà, le CICR n'arrive plus à faire ce qu'il doit faire, on n'arrive plus à exercer la protection, le mandat qui est le nôtre, et donc nous sommes obligés, nous voulons partager avec vous le poids de ce constat en espérant que vous interviendrez pour faciliter notre tâche. Ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Et je dirais même que la plupart du temps, quand le CICR a parlé publiquement et a dénoncé, les résultats ont été plus que décevants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de d'amélioration, mobilisation ni de réelle volonté de la part des États, par exemple. Il y a un article des conventions de Genève, l'article 1 commun aux 4 conventions, qui dit très clairement que les États partis aux conventions de Genève doivent respecter et faire respecter le DIH. Et malheureusement, on a souvent constaté que ce faire respecter n'est pas du tout mis en œuvre ni entendu par les États partis aux conventions. Alors justement, sur ce respecter, faire respecter, je vais peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'il y a des personnes qui sont du ministère des Affaires étrangères dans la salle ou du centre de crise. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent s'exprimer sur ce sujet, c'est-à-dire sur effectivement les États tiers, c'est-à-dire quand il y a des conflits, des violations graves du droit international humanitaire, de quelle manière justement les États autres peuvent intervenir et de quelle manière elles le font, peut-être dans la confidentialité ou parfois en s'exprimant également publiquement. Je suis l'adjointe du directeur du centre de crise au ministère des Affaires étrangères. Je suis toujours un petit peu étonnée quand je suis interpellée ici, non, parce que je viens de façon un petit peu, un petit peu anonyme. Je ne viens pas pour m'exprimer au nom du ministère des Affaires étrangères. Mais ce que je peux répondre à votre question, c'est que oui, il y a 1000 façons pour les États de s'exprimer. En particulier par le biais de déclarations qui peuvent être faites à l'Union européenne, simplement. L'Union européenne fait de plus en plus de déclarations concernant les droits de l'homme et le droit international humanitaire
les déclarations communes qui sont négociées, et également, naturellement, dans les instances des Nations Unies, par le biais de résolutions qui sont respectées ou qui ne sont pas respectées.